La connaissance de l'homme reflète la nature qui existe indépendamment de lui, dixit Lénine dans son livre Culture et révolution culturelle. Le Burkina Faso et les pays de l'AES se veulent un autre destin. Nous connaissons nos problèmes et nos besoins et avec plus de travail et de discipline, nous sortirons des difficultés. Bonjour l'Afrique, bonjour les Africains, bienvenue à votre émission Regard sur l'avenir sur la chaîne de télévision C360. Cette année, le Burkina Faso affiche un record céréalier de plus de 7 millions de tonnes. Bravo à tous les acteurs du monde agricole. Aujourd'hui, nous allons opiner sur l'avenir des relations AES-CEDEAO et le sankarisme, quel héritage pour le monde. Au passage, nous parlerons de cette décision du président américain Donald Trump d'interdire l'immigration aux États-Unis à certains pays. Il vient d'ajouter à cette liste, entre autres, les pays de l'AES. Sur le plateau avec moi, Gervais Nanabega, consultant et expert en géostratégie, Alouna Traoré, militant et témoin vivant de la révolution d'août 83, Imhotep Bayala, coordinateur national du cadre 2 heures pour nous et 2 heures pour Kamita. Et enfin, on peut donc nouveau venu, voilà, Bakary Kaboré, juriste et analyste politique. Camarades, bienvenue à l'émission et merci pour ce temps consacré à la chaîne C360. La décision s'est alourdie. Donald Trump refuse l'immigration aux États-Unis à certains pays. Sur la liste, on retrouve désormais les pays de l'AES. Camarade Nadabega. Vous savez que quand dans un pays, il y a de grands problèmes économiques et politiques, on commence par accuser effectivement les étrangers. Ajoutez à cela, vous noterez que dans la campagne du président Donald Trump, l'immigration est arrivée effectivement en premier plan, comme une solution aux problèmes qu'ils ont. Et quand vous regardez la mise en œuvre effectivement de sa politique, vous voyez que ça va effectivement dans ce sens. Oui. Et même qu'il établit des guerres économiques pour soutenir cela. Mais il faut d'abord préciser, pour qu'on s'entende sur c'est quoi la décision. Il y avait déjà, basé sur ce qu'on a évoqué, 12 États qui avaient été effectivement dans le lot de ce qu'il a appelé full restriction. Et en français, ça veut dire simplement que c'est la limitation totale, le refus total de visa et la limitation, la restriction à des mesures pour un certain nombre de pays, pour ce qui est de l'immigration aux États-Unis. Et il y avait déjà une première liste de 12 pays, au sein desquels il faut compter le Burma, l'Afghanistan. Pour ce qui est de l'Afrique, vous avez le Congo. Et c'est à cette liste qu'on a ajouté effectivement 5 autres, qui sont les 3 pays de l'AES. Et aux 3 pays de l'AES, il faut ajouter effectivement la Syrie. Et il faut ajouter quoi encore en plus la Syrie, le Soudan. Ouais. Mais donc, ce qui va être important pour nous de comprendre, c'est que pour justifier ça objectivement, ils disent, pour ce qui est du Burkina Faso, il y a des terroristes qui continuent effectivement d'agir, de planifier, et il y a un problème de sécurité qui se pose effectivement pour les Américains. Est-ce que ces terroristes, les Burkinabés qui sont terroristes et qui vont aller effectivement aux États-Unis, quand ils vont aux États-Unis, ou est-ce que c'est parce que nous ne sommes pas, dans leur esprit, capables de contrôler le terrorisme qu'il faut nous sanctionner par rapport effectivement au visa? On ne comprend pas. Moi, je ne comprends pas personnellement par rapport à cette première considération, cette première justification. La deuxième justification, c'est que le Homeland Security Board, qui a fait l'évaluation pour l'année fiscale 2024, a établi que 9,16% de ceux qui ont eu effectivement le visa régulier pour aller aux États-Unis ne sont pas revenus. Et ils ont fait ce qu'on appelle effectivement le overstay, c'est-à-dire qu'ils sont restés au-delà de la durée de visa qui leur a été accordée. Et la deuxième considération, c'est qu'il y a 22% de ceux qui sont allés en tourisme,
en affaires, etc., qui ne sont pas revenus, qui ont fait effectivement ce qu'ils appellent le overstay. Donc, c'est pour sanctionner le Burkina Faso, avec quelle attente, pour que probablement on rédisse les conditions. Mais est-ce que c'est à nous d'aller faire le contrôle aux États-Unis? Est-ce que nous participons aux conditions d'octroi de visa ici? Pourquoi nous allons être responsables au finish de comportement de ces éléments là-bas? Et pour finir, la dernière raison qu'ils ont évoquée, c'est que aux États-Unis, quand on considère effectivement les refoulements, les rapatriements qui sont organisés, conformément à sa campagne, comme je le disais, le Burkina Faso refuse de collaborer. Et dans le refus de collaborer, ils ne disent pas, comme nous l'avons bien entendu ici, de la part effectivement du ministre des Affaires étrangères, que nous refusons d'être un pays qui accepte effectivement les refoulés africains, mais ils disent que nous refusons d'accepter nos nationaux qui sont expulsés. Oui. Ce qui, à mon sens, est très contradictoire parce que quand on considère les décisions qui sont prises, même pour les non-nationaux africains, nous avons ouvert la porte et nous avons même dit, nous faisons un sacrifice financier au niveau de notre budget pour dire en fait qu'ils n'ont même pas à payer les droits de visa. Oui. Donc, voilà effectivement la décision. Voilà les motivations effectivement de la décision. Et voilà ses limites. Et les limites, c'est quoi? Si je veux revenir encore à... c'est parce que les États-Unis se trouvent dans la tourmente. Ils se trouvent dans la tourmente parce qu'il y a l'éveil de grands pays qu'ils ont toujours exploités et pillés. Et c'est la Chine, par exemple. C'est toutes les facilités qu'ils avaient avec la Russie. Oui. C'est le réveil, effectivement, l'éveil de l'Inde. Et c'est tous ces États qui commencent aujourd'hui à s'assumer et qui posent donc des problèmes économiques, sociaux aux États-Unis dans son incapacité à gérer ses propres problèmes. D'accord. Et donc, ils l'exportent. Ils trouvent effectivement des chevals de Troie. Ils trouvent effectivement des alibis. Mais ça ne saurait effectivement trouver de solution, à mon sens, en dehors du respect mutuel, de la revue de ce que c'est que le multilatéralisme, qu'il y ait un multilatéralisme nouveau. Monsieur camarade Traoré, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui dérange un peu dans cette décision-là? C'est une attitude, disons, impérialiste, dominateur. Les États-Unis, par ces mesures-là, veulent dicter le gendarme du monde. Il permet à qui il veut de venir chez lui, tout en ayant oublié l'apport et le génie des étrangers. Absolument. Dans le développement des États-Unis. Donc, une nation multiculturelle qui a attiré toutes les intelligences et ils se permettent même de leur donner la nationalité. Donc, interdire à des États comme les États de l'AES de ne pas venir aux États-Unis, mais nous avons suffisamment de problèmes dans notre zone à lutter contre le terrorisme, qu'ils sont actionnaires, complices de ce terrorisme-là. Oui. Et maintenant, venir nous reprocher ce qu'ils nous font subir comme problème. Qui finance le terrorisme? La France par l'intermédiaire des États-Unis. La France, les États-Unis, l'Occident collectif nourrit le terrorisme. Oui. Et nous reprocher parce que nous sommes atteints. C'est eux qui nous victimisent. Donc, finalement, ces mesures-là, il faut que le Burkina Faso soit droit dans ses bottes, comme on a fait par le passé. Ils ne s'attendaient pas à une telle réaction de la part des États-Unis. En position dominante, ils pensent qu'ils commandent à tout le monde de suivre leurs prescriptions. Et voilà, les États de l'AES disent la réciprocité. Autant vous nous interdisez de venir chez vous, oui, autant vous aussi, on ne vous permet pas de venir chez nous. Il faut remplir les mêmes conditionnalités. Voilà. Moi, je pense que c'est une affirmation de souveraineté et d'un acte de dignité. Et les États-Unis ne sont pas la seule destination. Le pôle du monde aujourd'hui, ça fait bien d'aller chercher le savoir en Chine, ailleurs qu'aux États-Unis.
Voilà. Il y a d'autres pays qui sont plus offrants. Donc moi, je pense que ces mesures-là, c'est pour divertir la galerie, parce que Donald Trump a pris suffisamment de mesures contradictoires dans un laps de temps. Aujourd'hui, la lisibilité, les États-Unis sont devenus un pays incertain du fait de Donald Trump. Tout à fait. Donc, on a affaire à quelqu'un qui n'est pas normal. Il fait semblant de tenir la barque, mais malheureusement, le niveau de vie aux États-Unis a chuté. Oui. Les impôts ont augmenté de façon démesurée. Le dollar peine à se maintenir au niveau international. Donc, Donald Trump est en train de chercher des échappatoires en accusant les autres de ses propres insuffisances. Tout à fait. Donc, je pense que les pays de l'AES ont encore une fois l'occasion de montrer leur solidarité, leur unité et l'harmonie d'opposition. La façon dont les États-Unis nous voient, c'est comme ça aussi nous on les voit. La réciprocité. Absolument. De ces mesures. Camarade Bayala, c'est vrai que quand on regarde un peu ces mesures, on a l'impression que le bouc émissaire ici, c'est vraiment les immigrés. Oui. Et pourtant, les États-Unis ont d'autres chats à fouetter. Il y a tellement de problèmes dans ces pays. Oui, je pense que c'est le chaos s'annonçant et les États-Unis voyant la montée de la Chine sur le toit du monde, incontestablement sur le double plan du développement économique et militaire, et voyant ces échecs se multiplier sur plusieurs fronts. Il faut vous souvenir de la raclée iranienne à l'envoyé des États-Unis. Cela crée des cauchemars et des insomnies à Washington. On ne s'attendait pas à ce qu'un pays qu'on avait déjà dessiné et destiné à ne pas être à ce niveau de technologie militaire surprenne et à la fois l'envoyé et l'envoyeur. Les deux ont été copieusement fouettés par l'Iran. Mais c'est aussi et surtout la raclée puissante en cours en Ukraine, où toutes les cartes sont à l'avantage de l'ours polaire russe. Et vous savez que cela n'est pas le fait du hasard si dans la part de ce qui se joue dans la fin de la guerre en Ukraine, la part belle revient aux soldats russes héroïquement morts pour les intérêts de la Russie. Et bien évidemment, ces terres rares ne seront pas à l'avantage de Washington. Ça va être à l'avantage, à l'actif du sang versé par les Russes pour ce positionnement. Mais au-delà de tout, c'est une aspiration de toute la technologie de plus de 32 pays qui a été remise en cause. Le parrain américain sécurisant ou bien vigile de l'Europe tout entière et le vigile et le formateur des vigiles, l'ensemble des deux mis ensemble ont été tenus en échec de façon magistrale et chirurgicale par les troupes russes qui se sont même amusés à capturer par série tous les modèles de chars et autres armes présentés par l'Europe pour faire une percée dans le territoire russe. Vous voyez, l'ensemble de ces choses mises ensemble sont obligées de contraindre Trump à se rabattre, par exemple, sur le Venezuela, dont il a piraté un bateau en haute mer et qui est un bateau privé iranien. Et je pense que les Iraniens ont riposté. Ils ont capturé dans leur zone la mer entre la Chine et l'Iran. Un bateau américain a également été fait prisonnier. Ça veut dire que nous sommes arrivés à un niveau où la capacité d'équilibrer les rapports de terreur perd davantage et affole Trump, qui est habitué à une éducation néocoloniale de la paternalisation. Vous savez, les Occidentaux ne peuvent pas tenir face aux défis changeants du monde actuel pour un seul fait. Le péché mignon d'avoir été éduqués à l'idée qu'ils n'ont pas de contrepartie, qu'ils sont les maîtres absolus. Dès lors qu'ils ont une raclée du Burkina Faso, venant de la part du camarade président Ibrahim Traoré, de la part de Tiani, c'est la panique mentale et psychologique générale. Et c'est l'expression d'une folie extérieure. Et je pense que prendre une décision aussi farfelue que celle de retirer à des Burkinabés, à des Maliens et à des
Nigérien des droits de visa est la démonstration qu'il est hors jeu. Parce que le désir d'un Burkinabé aujourd'hui, ce n'est pas d'aller aux États-Unis. Oui. C'est-à-dire l'enjeu, l'enjeu est nul. Tout à fait. Parce que nous sommes dans un environnement en reconfiguration. Oui. Et donc, pour pouvoir prendre des décisions qui puissent faire mal au Burkina Faso ou au Mali et au Niger, il faut que dans le psyché général des populations, on ait une ascendance ou une sorte de tournant vers l'immigration américaine. Mais ce n'est pas le cas. Nos populations veulent créer le rêve ici. Et ensuite, il y a un deuxième élément, c'est que vous prenez des mesures qui hier pouvaient être prises, ou même aujourd'hui sont prises contre des pays comme la Côte d'Ivoire et bien d'autres, qui n'auront pas le poids diplomatique et décomplexé pour répondre. Mais l'AES, à travers le Mali, et il y a de cela à peine 2 mois, a fait une réplique aux mesures arbitraires de Washington en matière d'immigration. Le Mali a exigé les mêmes conditionnalités d'accès. Et plus tard, celui qui a baissé l'échine, ce n'est pas Bamako, c'est Washington. Je pense que c'est aussi certainement pour tester davantage la solidité de la capacité de réciprocité des États de l'AES. Et certainement, il aura lors de ce collège des chefs d'État qui se mobilisent. Absolument. Mais il faut que le monde entier se rappelle que Trump est un ingrat. Un ingrat à sa propre nature. Oui. À sa propre nature de fils d'immigré. D'accord. Il est d'origine allemande. Souvenez-vous, le voyage premier de Merckx aux États-Unis, c'était d'apporter à Trump une copie de l'acte de naissance de son grand-père, qui est allemand. Voyez-vous comment on peut aussi être ingrat et sans avoir honte. Et enfin, in fine, c'est qui les populations américaines qui se vantent d'interdiction de catégories de population sur le sol américain? Est-ce qu'ils avaient eu des droits de visa de la part des Amérindiens, des Adzèques et des Noirs qui y habitaient, plus de 800 millions de personnes, lorsque le drogué et le délinquant Christophe Columbus, se promenant ayant été vomi par le Portugal parce qu'il a fait les preuves d'une délinquance hors norme, et à l'époque, la législation portugaise, c'est qu'on t'excommuniait. Lorsque tu répétais, tu recyclais tes péchés, on te chassait. Et en pleine promenade en mer, n'ayant pas l'intelligence de maîtriser les lois de navigation, il s'est perdu en voulant aller en Inde pour acheter du piment. Ils ont appelé ça pour embellir des épices, mais il s'est retrouvé en Haïti sans se rendre compte exactement là où il était. Bref, ces gens qui crachent sur le droit naturel et inaliénable de se mouvoir de l'immigration sont eux-mêmes des gens issus de ces mêmes chances qu'ils ont eues d'immigrer, parce que c'est des Hollandais, c'est des Portugais, c'est des Espagnols, c'est des envahisseurs aujourd'hui. Et quand les envahisseurs disent à d'autres qui remplissent toutes les conditions de ne plus voyager, bon, j'espère que les Nations Unies ont encore un droit qui tient et qui est tout droit, et pourra rappeler à Trump qu'il ne peut pas prendre de façon unilatérale des règles arbitraires pour mettre un terme à la libre circulation des personnes et des biens et de leurs biens, et surtout mettre un terme à un processus qui a peuplé l'humanité. D'accord. Camarade Kaboré, comment vous comprenez un peu cette décision? Merci beaucoup. Alors moi, je comprends cette décision du président américain Donald Trump sur le fait qu'il est en train de mettre en œuvre une tradition américaine. C'est-à-dire, Donald Trump n'est pas le premier à le faire. Alors, il a le courage aujourd'hui de pouvoir parachever certaines choses que les Américains estiment que eux, effectivement, ils sont les tout-puissants au monde. Ils doivent imposer leurs lois. Ils doivent aussi faire la guerre, même si, effectivement, dans le cadre de l'organisation internationale qui est l'ONU, où on devait quand même ensemble prendre les décisions de façon multilatérale, les États-Unis estiment à un moment donné qu'eux, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, parce que pour le moment, ce sont les plus puissants. Rappelez-vous, en 2003, George W. Bush, quand il devait effectivement faire la guerre contre l'Irak, avait estimé déjà, en concevant qu'il y avait des pays qui étaient des pays
du diable. Il les appelait l'axe du mal. En délimitant effectivement dans le Moyen-Orient un certain nombre de pays qui devaient en principe être victimes de son courroux pour le fait d'avoir osé effectivement commettre un péché de lèse-majesté en venant s'attaquer effectivement aux tours jumelles de Manhattan. Donc voilà un peu comment et Donald Trump, lui, à son niveau, aujourd'hui, estime que les États-Unis n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un. Ils sont des gens super puissants, ils sont enviés par tout le monde. Or, ce sont des anciennes cartes qu'il est en train de lire. Ils oublient qu'effectivement, l'ordre du monde a changé, et le monde est devenu multipolaire. Les États-Unis n'ont plus effectivement toutes les cartes. Alors donc, il estime, vous savez déjà que dans son premier mandat, il avait traité les pays africains des pays de merde. Donc, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est une logique, puisqu'il estime qu'effectivement, les pays de merde ne peuvent pas venir toujours l'embêter. Et il a le droit, effectivement, de les empêcher de venir chez lui. Donc, voilà un peu ce que Donald Trump pense dans sa tête. Mais comme c'est un homme d'affaires, il pense qu'effectivement, en ouvrant beaucoup de fronts, il pourra retirer effectivement les différents plus-values. Vous rappelez-vous de la guerre commerciale qu'il a ouverte contre la Chine? Il ne respecte plus ses partenaires, même les partenaires les plus sérieux. Or, effectivement, c'est la Chine qui détient effectivement le portefeuille des Américains. Tout à fait. Voilà un peu ce que Donald Trump a comme difficulté à gérer son deuxième mandat. D'accord. En tout cas, on va suivre de près en tout cas l'évolution de cette décision donc, du président américain au pays de l'oncle Sam. Deuxième sujet, AES-CEDEAO. En tout cas, on ne sait pas tellement trop comment les choses vont se passer au niveau donc, des accords entre les deux entités. Camarade Nadambega, comment vous voyez l'avenir entre l'AES et puis la CEDEAO? Ben, pour parler de l'avenir de quelqu'un ou d'une organisation, il faut regarder d'abord sa nature, il faut regarder son comportement, il faut regarder ses forces. Et quand on regarde effectivement la CEDEAO, commençons par elle, on s'aperçoit que la CEDEAO, c'est vrai, c'est une institution véritablement bien structurée au plan institutionnel. Vous avez la Cour de justice, vous avez la Cour des comptes, vous avez effectivement le Parlement, etc. Donc, du point de vue effectivement de la légalité, il n'y a pas de problème. On n'a pas grand reproche effectivement à faire à la CEDEAO. Par contre, lorsqu'on examine les problèmes, les défis qu'elle était censée contribuer à résoudre, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout l'outil, ce n'est pas du tout le moyen et l'organisation qu'il fallait. En tout cas, on s'aperçoit effectivement que les fleurs n'ont pas produit les fruits. Pourquoi? L'Afrique, et l'Afrique de l'Ouest en particulier, a au moins 3 grands problèmes. Tout à fait. 1, c'est le problème sécuritaire. 2, c'est le problème effectivement de la libre circulation des personnes et des biens pour favoriser l'intégration économique et l'intégration tout court. Et 3, c'est ses rapports avec le monde. Et donc, l'influence et l'apport qu'elle peut contribuer à ce que l'Afrique apporte à l'universel. Tout à fait. Quand on regarde, on s'aperçoit que nous traînons depuis dans l'insécurité, le terrorisme, en Afrique de façon générale, en Afrique de l'Ouest en particulier, sans que la CEDEAO ait bougé un petit bout de doigt pour s'en préoccuper, pour trouver effectivement des solutions. 2, quand on regarde effectivement le problème de la libre circulation des personnes et des biens, ça fait effectivement tout ce temps depuis que les pères fondateurs l'ont mis en œuvre, que l'on travaille et on s'auto-félicite sans avoir amélioré considérablement les choses. Regardez, c'est maintenant que l'on est en train de réduire les checkpoints qui devenaient littéralement des points de collecte et de pillage des citoyens dans leur mouvement. Parce qu'il fallait payer pour passer. Absolument. Et au plan politique, regardez, est-ce que l'Afrique tout entière même a une place aux Nations
Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Non. Alors que nous faisons combien? Nous ne sommes pas moins, effectivement, d'1,4 milliard aujourd'hui dans le monde. Mais quand on pousse au fond, on s'aperçoit que nous fonctionnons encore aujourd'hui à près de 60%. Nous, je dis nous, c'est une erreur. La CEDEAO fonctionne encore aujourd'hui à près de 60% sur financement extérieur. Donc, comment elle peut parler de souveraineté lorsqu'elle n'a pas effectivement une souveraineté financière, une souveraineté économique? Oui. Au finish, ça finit par être l'outil des bailleurs, Tout à fait. de ceux qui financent. Et donc, il suit effectivement le diktat de ces organisations. Oui. Regardez simplement ce qui est arrivé au Bénin. Avec seulement le couvert et le masque du Bénin et de la CEDEAO, la France est arrivée, et c'est devenu clair, c'est pas moi qui le dis, la France est arrivée à semer tout le désordre qu'elle veut effectivement au Bénin, juste pour pouvoir apporter ses forces et faire face à l'AES. Maintenant, l'AES. Donc, pour finir, il y a un problème d'institutions bien structurées, mais avec une légalité très observable, mais une absence de légitimité qui, elle répond finalement au chef d'État qu'au peuple. Vous D'accord. prenez l'AES, l'AES à l'opposé a mis la souveraineté d'abord en avant et utilise la souveraineté active, pas en termes de slogan, pour construire la sécurité, D'accord. évoluer dans sa diplomatie et poser les actes effectivement de développement. Ben, pour ce qui est effectivement de la sécurité, c'est visible. Il y a une mutualisation, il y a l'alliance qui a été créée, il y a une mutualisation effectivement des forces. Il y a même l'armée qui est l'armée de l'AES qui est en formation et de façon pratique qui travaille déjà. Oui. Au niveau économique, vous voyez effectivement qu'il y a eu l'effort de mettre en place une banque avec une mise de départ de près de 500 milliards pour permettre à ce qu'il y ait des prêts, des crédits pour le développement. Et espérons que cela nous poussera à avoir effectivement notre propre monnaie plus tard. Et puis, en termes de diplomatie, regardez quand il y a eu, parce que moi je préfère parler effectivement sur la base d'exemples concrets, Oui. quand il y a eu le problème de survol, de Burkina Faso avec un avion espion C-130 américain, mais sous couleur, disons, sous peinture nigériane, mais de propriété française, ça aussi c'est clair aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est que ce n'est pas le Burkina Faso qui a parlé. C'est la présidence actuellement de l'AES qui a parlé depuis le Mali. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'au plan diplomatique, il y a effectivement une cohésion, il y a une concertation, il y a une intégration qui fait qu'il y a le premier responsable de l'AES qui parle au nom de tous les autres États. D'accord. Donc, ça veut dire que des deux, on s'aperçoit que d'un côté, on a la souveraineté, on a la légitimité de l'accompagnement des peuples, et de l'autre côté, il n'y en a pas. Maintenant, c'est sur la base de ces connaissances que l'on peut parler de l'avenir. Aujourd'hui, l'avenir, pour moi, je vois 3 scénarios. Le premier scénario, c'est que je vais appeler ça la coexistence conflictuelle. Pourquoi je dis la coexistence conflictuelle? C'est que la CEDEAO demeure sous tutelle occidentale, sous financement occidental, en absence totale de souveraineté donc, et de légitimité, et devient par conséquent, demeure l'instrument de l'Occident pour distribuer les sanctions tant qu'on ne répond pas aux intérêts occidentaux. Et l'AES continue dans sa quête de souveraineté pour résoudre les problèmes réels. Et le minimum acceptable, ça va être le commerce entre les pays. Et ça va être une tension qui continue. Le deuxième scénario, ça va être, bon, il est le plus souhaitable, mais ce n'est pas évident, c'est que la CEDEAO observe qu'elle a besoin nécessairement d'être réaliste, de reconnaître effectivement ses faiblesses et d'admirer les forces effectivement qui sont en train de se mettre en place au niveau de l'AES et se disent, nous nous respectons en tant que deux structures
avec des visions différentes. D'accord. Et dans ces conditions, nous négocions des plateformes d'échange dans le respect mutuel des engagements et de la vision de part et d'autre. Et il y a le troisième scénario, qui est le scénario idéal, mais qui de là aussi, je ne pense pas que ça peut prospérer, qui est que la CEDEAO constate définitivement son échec, accepte que l'AES est sur la très bonne voie D'accord. et par conséquent décide de se refonder en partant s'intégrer, se dissoudre pour s'intégrer effectivement à l'AES pour avancer. Mais là également, c'est comme je dis pour la deuxième option, je ne pense pas qu'elle puisse prospérer. Donc je crains que ce soit la première hypothèse qui peut rester valide. D'accord. Camarade Traoré, comment voyez-vous l'avenir entre ces deux entités? L'avenir, quoi qu'on dise, est sombre. Puisque la CEDEAO, comme le copanéliste vient de le dire, est sous dictée ou dictat de l'Occident. Dès lors que les financements de cette structure CEDEAO-là viennent de l'étranger. Donc, c'est une structure qui est pilotée depuis l'Occident collectif. De ce point de vue, entre la CEDEAO et l'AES, c'est la vigilance qui est observée. L'actualité récente dans la sous-région prouve suffisamment que la CEDEAO répond à un agenda contrairement à ses objectifs du début. Elle change. Elle est devenue gendarme d'une certaine forme de démocratie. Ce qui s'est passé en Guinée-Bissau, deux événements de même nature, comportements différents, réactions différentes. Donc entre l'AES et la CEDEAO, les camarades de l'AES doivent développer une vigilance de tous les instants. Parce que la CEDEAO répond toujours à un agenda de récolonisation de l'AES. Mettre l'AES, comment faire fonctionner l'AES au profit des intérêts de ceux qui financent la CEDEAO. Sinon, il n'y a rien à comprendre dans une logique de CEDEAO. Sur tous les critères qui ont milité à la création de la CEDEAO a botté en touche par non-application de ces objectifs-là. Donc, à l'heure actuelle, il est conseillé aux éléments les pays de l'AES de développer une vigilance de tous les instants vis-à-vis de la CEDEAO. Le camarade disait, l'Occident utilise le terrorisme pour nous combattre en AES, pour déstabiliser l'AES. L'Occident utilise la CEDEAO pour déstabiliser l'AES. Donc, cette grille de lecture-là, quoi qu'on fasse, les États de l'AES doivent rester vigilants. Absolument. Puisque, en face, au lieu d'avoir affaire à la France, on a affaire à la CEDEAO. À défaut d'avoir affaire à la CEDEAO, on a affaire au terrorisme. Le camarade président nigérien ne cesse, et le camarade Ibé ne cesse de l'expliquer, depuis que la souveraineté s'est exprimée sur l'uranium nigérien, vous avez vu toutes les énergies, tous les complots de déstabilisation de la sous-région et toutes les attaques répondent à un seul objectif. Faire en sorte que l'AES soit déstabilisée pour que la France soit restaurée dans ses acquis coloniaux. Et ça, entre la CEDEAO et l'AES, il y a l'Occident. Absolument. La CEDEAO est un instrument au service de l'Occident. Et l'AES est une structure au service des peuples. Entre ces deux-là, les peuples de la CEDEAO peuvent coopérer avec les peuples de l'AES, mais les dirigeants de la CEDEAO ont l'esprit ailleurs. Ils travaillent pour leurs maîtres occidentaux. Donc, entre ces deux structures-là, vraiment, la paix n'est pas pour demain et la collaboration scientifique n'est pas pour demain, puisque les autres répondent à un agenda. Et l'AES répond aux aspirations des peuples. Voilà. Donc, entre ces deux structures-là, il faut dire que c'est des contradictions à n'en pas finir, puisqu'ils se veulent la mort. L'AES a quitté, les raisons qui ont poussé l'AES à quitter la CEDEAO sont là et demeurent. La non-observation
des aspirations des peuples. Or, de l'autre côté, la CEDEAO est au service des puissances occidentales qui tiennent et qui veulent recoloniser l'AES. Donc, entre ces deux structures-là, les visions ne sont pas les mêmes. Donc, ils peuvent, dans une coexistence pacifique, de vigilance de tous les instants. Parce que la CEDEAO est le bras armé, diplomatique, bras économique et bras social de l'Occident en Afrique occidentale. Tout à fait. Voilà. C'est qu'elle est devenue en réalité. Or, l'AES milite pour l'émancipation des peuples de la sous-région. D'accord. Camarade Bayala, l'échelle des priorités entre les deux entités font que ça dit que cette échelle donc ne permet pas d'entrevoir un avenir serein, entendre parler les uns et les autres. Oui, je pense que du côté de l'AES, nous avons une attitude qui renvoie beaucoup plus à de la maturité et que ne reflète pas souvent l'âge des artisans de cette souveraineté. Alors que de l'autre côté, nous avons malheureusement un précieux peuple de l'AES et de la CEDEAO qui est pris en otage par des leaders et des chefs néocolonisés qui, au quotidien, ne font que sous-traiter tous les aspects de bien-être de leur peuple avec les intérêts du colonialisme. Et les intérêts du colonialisme sont antinomiques et au bien-être et aux intérêts des peuples de la CEDEAO et encore plus aux intérêts des masses populaires et des masses politiques de l'espace AES. Et je pense que le véritable enjeu qui se pose aujourd'hui entre les deux entités, c'est surtout le caractère néocolonisé de l'entité CEDEAO. Et nous faisons bien la nuance parce que les peuples de la CEDEAO aspirent à avoir un destin similaire à celui des peuples de l'AES. Ils sont combien par jour à nous apporter leur solidarité et à expliquer ô combien il est structurant et il est bien de vivre sous l'air de la CEDEAO que d'être un Patrice Talon qui se fait sauver par une opération militaire française, comme la France en a d'ailleurs l'habitude, elle avait déjà fait avec, au Gabon, avec l'ancien président, celui qui était là avant Bongo Père. Je ne sais pas comment, je ne me rappelle pas son nom exactement. Léomba. La France l'avait sauvé d'un coup d'État. Et aujourd'hui, elle réplique la même chose. Elle est dans un schéma. Et je pense que c'est le grand frère Dassib de Benouté qui l'expliquait, auquel j'adhère entièrement, c'est que la CEDEAO se présente comme les protectorats français acquis aux intérêts des administrateurs coloniaux et par lesquels on partait écraser, piétiner, génocider les prochains villages. Aujourd'hui, la CEDEAO se positionne comme un outil d'oppression de l'AES, une menace clé de l'AES. Et la France, l'empire impérial et colonial, fait tout pour avoir la CEDEAO comme un allié dans le but non pas de créer une coopération ou de créer un apaisement avec l'AES, mais de se préparer à ce que la CEDEAO écrase l'AES. Et je pense que l'alignement du Nigeria qui sort de façon extraordinaire de son alignement anglophone pour glisser vers un alignement francophone est suffisamment interpellateur. Je pense que c'est le doyen qui parle de la peinture nigériane sur l'avion américain au service de l'armée française. Vous voyez? Donc on a un avion militaire nigérien de peinture. Et le matériel, le contenu sont entre des entités qui aujourd'hui planifient jour et nuit comment écraser, comment neutraliser les dynamiques dans l'AES. Je pense que si la CEDEAO ne change pas son logiciel pour jeter et abandonner celui néocolonisé et se rapprocher des aspirations des peuples du Bénin, des peuples de la Côte d'Ivoire, des peuples du Niger, des peuples de la Guinée-Bissau, parce que c'est complètement fou. Parce que la réalité, ces peuples veulent la souveraineté. Mais ils ont des dirigeants qui sont, certains même des narcotrafiquants. Vous prenez Ambalo, qui s'est auto-emballé dans sa propre stratégie de chute, pour sauver les résultats d'urnes en sa défaveur.
lesquels résultats des urnes ont été régulièrement constatés et reconnus, transparents, par les mécanismes même de la même CEDEAO, par les mécanismes de l'UA, par les mécanismes des pays parlant le portugais. L'ensemble de ces instruments validateurs de l'ordre international, lorsque cet ordre échappait à un de leurs pantins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un coup d'État contre lequel le Nigeria n'a pas envoyé de forces spéciales pour bombarder la capitale Bissau-guinéenne, mais on a plutôt, en plus de ce caractère flagrant, des résultats en faveur de l'opposant, on a préféré ensemble dire non, il faut plutôt une transition courte. Un acte de validation d'un coup d'État électoral. Un acte de validation d'une escroquerie électorale. Mais sous nos yeux, la même CEDEAO a mobilisé, semble-t-il, entre griffes, pour excuser le caractère flagrant d'intervention de la France. On a dit c'est le Nigeria, la Côte d'Ivoire qui intervenaient, on ne sait pas avec quel type de soldats. En tout cas, nous avons capturé les plus sérieux qui survolaient de façon flagrante notre ciel. Mais ce que nous savons de façon réelle, c'est que pour une même réalité, dans le même contexte, avec des délais mais incroyablement proches, la réaction de la CEDEAO a été variée. Qu'est-ce qui explique cela? La CEDEAO est l'ennemi juré de la paix, de la souveraineté, de la liberté des populations africaines, et elle est au service de l'impérial terrorisme international et contre lequel nous nous battons. Donc je pense qu'il ne faut pas devenir un prophète d'un espoir qui a déjà quitté les palais de la CEDEAO. Il faut plutôt regarder comment l'AES, dans une sagesse suprême, peut comprendre l'exigence de dignité des peuples de la CEDEAO et voler à leur secours à travers des mécanismes contrôlés qui permettent d'entretenir le maximum ou le minimum vital en matière d'échange, en matière de déplacement des populations. Et parce que la nouvelle contre les avis de Trump qui pense que l'immigration, c'est toujours les États-Unis qui sont convoités, il faut de plus en plus regarder vers l'AES parce qu'elle est l'objet d'un attrait international de multinationalité, et y compris de nationalité américaine, qui souhaitent mourir sur la terre de l'AES. Absolument. Camarade Kaboré, justement, par rapport à cette dynamique, si on peut donc l'appeler ainsi, que faut-il faire maintenant? Est-ce qu'il faut abandonner donc l'idée d'un avenir construit entre la CEDEAO et l'AES, ou bien déjà chaque entité doit vaquer à ses occupations? Alors, ce qui est important à noter ici, dans les relations entre la CEDEAO et l'AES, c'est que la CEDEAO, avec la CEDEAO, les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets dans les conditions identiques. Et donc, l'AES est sur une dynamique assez claire, ferme, c'est-à-dire aller vers la conquête de son indépendance totale et sa souveraineté. Ce qui est, en tout cas, impossible avec effectivement la marche de la CEDEAO que nous constatons aujourd'hui. Pourquoi? Je soulève un fait. Lorsque effectivement au Mali, le général Assimi Goïta avait fait son coup d'État pour gérer le pays, le président Macron a dit, le président de la République française, Emmanuel Macron a dit que je vais appeler le président Nana Akufo-Addo, qui était alors le président en exercice de la CEDEAO, pour qu'il prenne des mesures fermes et des sanctions contre effectivement le Mali. Effectivement, le lendemain, les sanctions étaient prises. Comment pouvez-vous comprendre qu'effectivement la CEDEAO, qui devait en principe veiller et répondre aux aspirations profondes de ces populations, soit à même d'écouter effectivement les injonctions d'une puissance étrangère en vue de conduire sa politique? Voilà comment, dans ces conditions-là, l'AES, dans sa quête de la souveraineté et son indépendance totale, ne peut pas effectivement marcher avec la CEDEAO. Ça, c'est un fait. Ce qui fait que tant que la CEDEAO sera pistonnée, sera une marionnette des puissances étrangères, vous allez comprendre que l'AES, qui ne va jamais renoncer à sa dynamique qu'elle a enclenchée actuellement, on ne pourra pas faire bon ménage. En tout cas, on ne pourra pas revenir à la maison mère, c'est-à-dire la CEDEAO.
L'AES va continuer. Peut-être ce qu'on peut faire dans l'avenir, c'est de pouvoir établir des relations claires, pacifiques, Des accords. de coexistence, de vivre ensemble en bonne intelligence, pour pouvoir quand même profiter les uns des autres, en tout cas les deux espaces, et faciliter le mouvement des populations et des biens sur les deux espaces. C'est l'AES qui a pris les devants. L'année dernière, l'AES qui a tenu effectivement son sommet, juste à la veille du sommet de la CEDEAO, avait déjà annoncé les couleurs en disant que, effectivement, tous les autres citoyens ressortissants des autres États de la CEDEAO peuvent librement venir dans l'AES sans qu'il y ait exigence de visa. C'est-à-dire la libre circulation des personnes et des biens. Donc la CEDEAO, à son tour, ne pouvait pas dire le contraire. Oui. Avait effectivement entériné. C'était un pain béni pour la C'était un peu béni, effectivement. Et donc, la CEDEAO ne pouvait pas dire le contraire, puisque l'AES a déjà commencé, effectivement, à dire qu'il n'y a pas de problème avec les ressortissants. Donc, la CEDEAO a embouché la même trompette. Voilà un peu des relations que, dans l'avenir, on peut cultiver, on peut, comment on appelle ça, conduire, implémenter pour que, effectivement, les populations puissent quand même profiter de ces deux espaces. Mais ce qui est important qu'il faut encore souligner, c'est les questions de sécurité, de lutte contre le terrorisme, questions de défense. L'initiative d'Accra qui avait été initiée par certains pays, la CEDEAO effectivement en tête, avec beaucoup de pays occidentaux qui sont venus rapidement s'asseoir autour de la table, effectivement pensant reconduire les mêmes schémas. Le pompier pyromane. Ah oui, oui. Et la CEDEAO, et l'AES a dit non, écoutez, c'est bon, si c'est pour répéter l'histoire dans le sens négatif que nous avons déjà vu, c'est pas la peine. Ouais. Voilà comme effectivement... On se rappelle un peu du G5 quand même. Ah oui, le G5 Sahel est mort de sa belle mort. Voilà, puisque lorsqu'on empêche alors les pays membres qui devaient en principe gérer leurs choses, quelqu'un qui vient de l'extérieur venir imposer son diktat et vouloir même gérer les finances. Rappelez-vous très bien que lorsque effectivement l'AES avait reçu, le G5 Sahel avait reçu les financements, ou du moins... Ça transitait par Paris. Voilà, et Paris a dit il faut qu'effectivement le compte soit ouvert à Paris et que les fonds qui devaient effectivement servir au G5 Sahel soient versés dans ces comptes et que Paris va gérer effectivement ce fonds comme si les États de l'AES étaient des petits-enfants à qui il faut demander est-ce que vous voulez manger du pain aujourd'hui, donc venez prenez 100 francs, est-ce que ça te suffit? Bon, écoutez, 500 francs c'est trop pour toi. Voilà comment la France attendait gérer le G5 Sahel. En refusant même au passage au Mali de prendre la tête du G5 Sahel. Moi, j'étais au Mali lorsque le siège du G5 Sahel qui était basé à Sévaré, à Mopti, a été explosé par les terroristes. C'était un vendredi. Moi, j'étais allé prier à côté et juste à côté, à peu près à 500 mètres, le siège du G5 Sahel. Et c'était devant moi que ça a été attaqué par les terroristes. D'accord. J'ai couru rejoindre mon coin à la base. Mais c'est pour vous dire que le Mali ne pouvait pas être empêché, selon effectivement les règles même du G5 Sahel, d'occuper la présidence sous injonction française. Donc, effectivement, la CEDEAO aujourd'hui est en train de répéter les mêmes erreurs, les mêmes failles, les mêmes tares. Et donc, l'AES ne peut pas continuer dans ce chemin tant que la gouvernance de la CEDEAO ne va pas changer. Tout à fait. Nous sommes donc à la fin du deuxième sujet. Je ne sais pas tellement trop, la régie me fait signe qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va aller à pas de course. On va commencer par le camarade Traoré sur le sankarisme déjà. Quel héritage dans le monde? Le sankarisme, quel héritage dans le monde? Il faut dire que le sankarisme prône la quête de souveraineté, la quête de dignité et célèbre l'homme noir et dénonce l'impérialisme sous toutes ses formes. La façon dont les États dits critiquer le sankarisme critique l'indépendance telle que nous l'avons reçue, sans l'indépendance piégée. Donc l'apport du sankarisme pour les nouvelles générations est porté par le capitaine Ibrahim Traoré et le général Tiani et le général Assimi Goïta dans la quête de souveraineté et dans l'affirmation de soi
Et c'est le peuple de l'AES qui va à la découverte et à la gestion des ressources de l'AES. Et ça, ce n'est pas apprécié par les puissances impérialistes. Donc l'apport du sankarisme à ces temps nouveaux-là, c'est la quête d'indépendance véritable, la quête de souveraineté et l'affirmation de soi et le développement endogène. Compter sur nous-mêmes pour nous développer. Donc comme les traditionnalistes aiment dire, quand tu dors sur la natte du voisin, tu dors à terre. Absolument. Si nous voulons nous développer par le référentiel des autres, nous n'allons pas nous en sortir. Ouais. D'où la culture, l'acquis sankariste, c'est le développement culturel également. Tout à fait. Être maître de notre imaginaire et être créateur de notre propre histoire et notre bonheur également. Absolument. Camarade Nadabaïga. Oui, mais aujourd'hui, dans un monde en quête de sens, où les valeurs humaines sont dévoyées, où la domination devient le moyen, la caractéristique commune dans les échanges multilatéraux, je pense que la doctrine sankariste s'impose pour donner de la morale à la politique. Tout à fait. La doctrine sankariste, par le fait qu'elle met la femme au devant, effectivement, et au centre de toutes les initiatives, est très importante. Aujourd'hui, le genre et l'équité, puisés à l'aune, effectivement, du sens que Thomas Sankara a donné, va permettre de moraliser beaucoup plus, de favoriser des développements équilibrés entre les deux genres. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que la domination procède aussi par favoriser la mauvaise gouvernance, la corruption, les détournements. Donc, il faut une gouvernance éthique. Et Sankara a beaucoup théorisé et il a beaucoup montré la pratique dans comment on peut gérer, gouverner un État pour tout le monde dans la bonne éthique. Et ensuite, il a prôné le développement endogène à la suite, effectivement, de Joseph Kizerbo. Et je pense que le monde, aujourd'hui, a besoin de cela. Et ce sont des valeurs universelles. Donc, ça procède, effectivement, des acquis en termes d'héritage pour le monde entier. D'accord. Camarade Bayala. Oui, donc je pense que Sankara, aujourd'hui, a laissé quelque chose de très important à l'ensemble de l'humanité. C'est de ne pas attendre d'être libéré. C'est de concevoir par notre propre esprit, en imaginant, de bâtir avec nos mains et de marcher de pas ferme vers notre propre souveraineté plurielle, sans attendre qu'elle soit ratifiée par qui que ce soit, ni nos alliés, ni nos bourreaux. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est partout. Il a surtout contribué à libérer la plume et le micro en disant qu'ils doivent exclusivement subir un seul dictat et une seule influence, les intérêts des masses populaires. Absolument. Camarade Kagori. Alors, il faut reconnaître qu'actuellement, le sankarisme est devenu à la mode dans le monde entier aujourd'hui. De telle sorte que même les politiques des grandes puissances, même le citent pour effectivement valider leur politique devant leur base électorale. Alors, je me rappelle qu'effectivement, de Mathilde Panot, c'est une députée française, c'est effectivement, elle est la présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise, qui a dit clairement devant une foule surchauffée à blanc, en disant qu'effectivement, il faut choisir en citant Thomas Sankara, entre effectivement le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous. Et les gens ont applaudi. Mais effectivement, elle a bien dit que c'est ce que Thomas Sankara disait il y a déjà 40 ans. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, c'est une icône planétaire. Aujourd'hui, la jeunesse est très éveillée et partout dans le monde, les gens réclament même l'héritage de Thomas Sankara, en tout cas au profit de leur pays, en tout cas de leur jeunesse. Et ça, nous en sommes heureux ici au Burkina Faso de savoir que ce monsieur, donc, ce camarade Thomas Sankara, voilà donc, paix à son âme, si on peut le dire ainsi, a porté les espoirs de tout un peuple de 83 à 87. Malheureusement, les fossoyeurs de l'histoire et du développement ont voulu un autre destin. Heureusement que nous avons un autre Sankara et on espère que le développement de ce pays, sa stabilité, donc, en tout cas,
tout ce que nous pouvons imaginer de bien pour le pays. En tout cas, toutes ces bonnes choses vont se dérouler sous, en tout cas, le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, sans doute qui abat un travail merveilleux. Merci une fois de plus aux acteurs du monde agricole pour ce record céréalier, 7 millions de tonnes, il faut le rappeler. Les Burkinabés vont manger à leur faim, Inch'Allah. On souhaite en tout cas beaucoup de chance à tout le monde. Et la semaine prochaine,